Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour l'avant-match Pays de Cassel PSG. Demain à 20h45 au Stade Bollaert, les Parisiens vont aligner une équipe très compétitive, comme l'a annoncé Galtier hier en conférence de presse, pour tenter de se qualifier en huitième de finale de la Coupe de France, ce qui constituerait une étape en plus sur notre route vers le Bayern Munich, parce que ce huitième se jouerait le 7 ou 8 février prochain, soit une semaine avant l'aller contre les Munichois, qui est lui le soir de la Saint-Valentin. Dans tous les cas, pour demain, on a un groupe assez chargé, avec de quoi constituer une très très belle équipe, même s'il y a des absents pour repos, des blessés qui remplissent l'infirmerie, et des doutes pour certains, ce qui anime les médias, par exemple Kimpembe ou Neymar. On va en parler dans cette vidéo, parce que il y a une gestion qui peut interroger, et surtout déjà des doutes quant à leur possibilité contre le Bayern Munich d'être à 100% en pleine forme pour les deux joueurs. Pour le groupe de demain, commençons par Lionel Messi qui en est absent. Alors que le club ne l'avait pas mis dans son point médical hier, on pouvait se demander si il s'était blessé entre-temps, mais non. Arthur Perrault pour RMC Sport nous a tout de suite dit que c'est juste du repos, il profite de sa famille et de cette semaine complète, puisqu'après on ne rejoue pas avant dimanche contre Reims. Ça va laisser à Galtier 4 séances complètes pour travailler physiquement, athlétiquement et peut-être aussi tactiquement, on l'espère. Et donc Messi, après le match à Riyad, la tournée, sa Coupe du Monde et tout ça, il va pouvoir souffler, retrouver sa vie parisienne, un petit peu son quotidien en Ile-de-France. Donc ça fait plaisir. Donnarumma lui aussi n'est pas là. Galtier a officialisé hier le fait que Keylor Navas sera titulaire en Coupe de France, selon ce qu'il a dit, pour le reste de la saison. Donc l'Italien reste chez lui tranquille, il se repose. Neymar, alors il est dans le groupe, mais il y a eu des papiers, notamment l'équipe hier, qui révèlent une incertitude, des inquiétudes au sein du staff concernant son état physique, sa capacité à retrouver sa pleine forme athlétique, et ce, avec pour deadline évidemment ce match contre le Bayern Munich le 14 février prochain. Sur les réseaux sociaux, tout ça est alimenté par des vidéos dans lesquelles on voit Neymar contre Angers par exemple se toucher la cheville dès l'échauffement au Parc des Princes, et donc des questions concernant le fait qu'il soit rétabli à 100% de cette blessure dès la première journée des poules en Coupe du Monde, qu'il avait conduit à prendre un risque peut-être inconsidéré, mais un risque bien évidemment, ça personne ne peut le contredire, qui relève de sa responsabilité personnelle, de la responsabilité du staff du Brésil, et puis ensuite le fait qu'il est repris très rapidement, puisque contre Strasbourg, il est là, il joue une mi-temps, il prend son rouge, contre Lens, du coup, il reste chez lui. Et contre Châteauroux, il est ménagé pour soigner sa blessure à la cheville, comme le dit le club. Une blessure qui a eu lieu un mois auparavant. Et entre-temps, il avait été titulaire contre Strasbourg. Donc, on pouvait se poser quelques questions. Il revient contre Angers, il revient contre Rennes. 2 matchs qui ne sont pas du tout aboutis pour lui. Riyad, bon, il est là alors que tu aurais pu le préserver. Et là, il va réenchaîner encore une fois contre une Régionale 1. Ça m'étonnerait de le voir quand même sur le banc demain. Quand tu fais venir dans le groupe un joueur de ce calibre pour un match comme ça, c'est pas pour le mettre sur le banc, c'est évidemment pour le titulariser. Donc là, bien sûr, tout le monde commence à se diviser parce qu'au-delà de l'état physique, il a fait des prestations quand même pas dignes de son début de saison, de son niveau et de tout ce qu'il rattache en fait au PSG, à savoir le statut de joueur international et tout ça, le gros transfert qu'il faut assumer, et donc cet éternel débat revient bien sûr, et puis se pose aussi la question d'un départ pour, pas officiellement, mais les supporters commencent déjà à la faire revenir sur la table. Voilà, qu'on le veuille ou non, c'est un petit peu au centre des débats entre supporters aujourd'hui. Écoutez, c'est vrai que de toute façon, il a joué sous infiltration à la Coupe du Monde après cette blessure contre la Serbie, un bon match contre la Corée, et ensuite contre la Croatie, cette élimination malheureuse qui l'a tué mentalement, malgré son but fantastique lors des prolongations, qu'on n'oublie pas. Et s'il passe ce soir-là contre la Croatie, je crois que cette Coupe du Monde aura vraiment été le Graal en fait pour le PSG, avec la compétition de Mbappé, celle de Messi et Neymar qui aurait été plus loin que cette piteuse élimination sur ce penalty manqué de, on ne citera pas le nom. Bref, dans tous les cas, il revient, il joue contre Strasbourg. Écoutez, on peut pointer la responsabilité du staff, voilà, parce qu'il est vrai que là, c'est un petit peu du n'importe quoi qui est fait. On nous annonce qu'il y a des inquiétudes, mais à côté, il est dans le groupe pour jouer contre une Régionale 1. Il fait le déplacement en Arabie Saoudite et au Qatar. Il joue contre Strasbourg pour soigner sa blessure après. C'est assez incompréhensible.
Moi, personnellement, je fais partie de ceux qui pointent un petit peu la responsabilité du joueur. Voilà, d'un côté, le staff parisien n'a pas eu d'autre choix que d'accepter ce qui s'est passé à la Coupe du Monde, à savoir les infiltrations. Maintenant, ça, je ne le remets pas en cause. Évidemment, c'était le rêve de sa vie, le Brésil, c'est sa nation. Bon, bah, il a pris un risque physique pour son corps. Il faut l'accepter, voilà. Et je ne remets pas en cause ça. Maintenant, jouer contre Strasbourg, enchaîner contre Angers-Rennes, le joueur aurait pu se jauger et parler tranquillement à son staff pour éviter ce genre de match, quand on sait que Neymar est un joueur qui, en réalité, à chaque fois, joue. C'est pas que avec le Brésil. Voilà, contre Dortmund, le match retour, où il est décisif d'ailleurs, c'est avec, je le rappelle, une épaule en moins, puisqu'il a une blessure et surtout un bandage à l'épaule. Il y a eu plein de fois où il est revenu plus tôt que prévu. Je crois que contre Liverpool en phase de poule 2019-2018, il force. Je crois qu'il force un petit peu. Hein. C'était le fameux match en novembre, un des plus aboutis pour lui. Donc voilà, il y a plein d'événements comme ça où il a un petit peu forcé sur son corps, Neymar. À un moment donné, qu'il se jauge. Moi, personnellement, dans cette affaire, je préfère pointer la responsabilité du joueur que le staff brésilien ou le staff parisien. Et puis pour ce qui est de son état de forme, se projeter sur le mercato, un possible transfert, non. Là, moi, j'en suis vraiment pas là. J'attends le match aller contre le Bayern Munich parce que, du coup, ces mauvaises performances, on voit aujourd'hui que c'est dû à un état physique pas du tout normal. Il faut prendre les mesures qui vont avec. Moi, personnellement, je l'aurais laissé au repos pour le match de demain, évidemment, hein, parce que voilà, ça lui aurait permis de souffler pendant une semaine complète. Regardez, si vous ne les avez pas vues, les images qui traînent sur les réseaux là contre Angers, c'est très très clair. Sa cheville n'est pas du tout guérie en fait et lui cause encore des torts. Dès l'échauffement, tu as des vidéos qui tournent là. Alors, je vous incite pas à aller là-dessus, mais tu peux les voir sur TikTok, Twitter. De Neymar qui se touche la cheville dès l'échauffement. Donc ça, c'est très problématique. Kimpembe de retour dans le groupe dans 8-10 jours. Ça, c'est pareil. Au final, ça fera 6 mois de blessure parce qu'il y a ce tacle contre 3 en septembre. À ce moment-là, tu peux lui en vouloir. Mais après, il revient. Il a des minutes contre Haïfa en Ligue des Champions. Et ensuite, je crois qu'il est même titulaire contre 3. Et si je dis pas de bêtises, il a même le brassard de capitaine fin octobre. Au final, derrière, il se répète. Je crois qu'il prend un coup au tendon d'Achille à l'entraînement. Il revient contre Auxerre avant la Coupe du Monde parce qu'il est sélectionné et il veut se jauger un petit peu. Et là, le match contre Auxerre, bon bah voilà, tu vois que en fait, c'est terminé quoi. C'est pas possible de. Il est allé trop loin avec son corps et il est blessé de manière tout à fait sérieuse. Donc là, ça commence à faire et bien évidemment, ça renforce la nécessité de recruter cet hiver puisque derrière, Mukiele est absent pour plusieurs semaines selon le club. On ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir, mais déjà l'équipe a annoncé qu'il était quand même très incertain, voire quasi forfait pour le match aller contre le Bayern. On rappelle qu'il s'est blessé aux ischio-jambiers droit contre Rennes la semaine dernière, Mukiele, qui était une belle alternative à Hakimi, qui aurait pu aussi jouer dans l'axe. Et au final, là, tu es quand même dans un état assez compliqué. En plus de Marco Verratti, qui va reprendre l'entraînement collectif cette semaine, qui n'est donc pas là demain au milieu de terrain, à quelques semaines du Bayern, il va falloir bien gérer les organismes et surtout, pour le match contre le Bayern, de faire des choix forts pour avoir non pas les meilleurs joueurs en termes de statut, mais les meilleurs joueurs titulaires à 100% de leur forme, tout simplement. Prendre les joueurs qui sont le plus aptes à démarrer un 8e de Ligue des Champions. Bon, de leur côté, les Bavarois, je pense que vous avez regardé leur match. Hein, ils ont fait 1-1 contre Leipzig. C'était vendredi soir. Défensivement, écoutez, ils n'ont pas été d'une suprématie incroyable. Par exemple, le côté Upamecano-Pavard, je pense que contre Mbappé, Nuno Mendes, on va avoir des occasions, ça c'est certain. Maintenant, ça va être à notre réalisme de faire le reste. Et surtout, offensivement, notamment en première mi-temps, j'ai noté quelques approximations techniques. Voilà. Alors, est-ce que c'est le fait qu'ils font que revenir? Maintenant, ils ont quand même réussi à marquer un but, à avoir aussi bon nombre d'occasions. Hein. C'est pas non plus des peintres. Mais voilà, il y a eu quand même des pertes de balles, des transversales mal ajustées, des prises de profondeur qui étaient pas très bonnes, des moments où ils s'accusaient un petit peu les uns les autres. Parce que les ballons étaient mal jaugés, les déplacements aussi. Donc voilà, est-ce qu'ils vont corriger ça d'ici à notre confrontation? Je pense, mais c'est ce que j'ai observé vendredi, de bon pour nous. Hein. Maintenant, ça reste le Bayern hein, qui, au milieu de terrain, a une dimension athlétique exceptionnelle, par exemple, et entre autres. Pas de Ayman Kari demain, tous les jeunes sont là, y compris Timothée Pembele qui a fait son retour à Riyad, là, donc
C'est dommage parce qu'Ayman Kari, faut pas l'oublier, c'est quand même quelqu'un qui m'a l'air d'être un sacré crack en fait. Je sais pas s'il est au même niveau que Zahir Emery, mais je pense qu'il s'en rapproche, tout simplement. Et ce serait bien de lui donner quand même quelques minutes, autres que les 5 qu'on lui a donné contre le Riyad Season All Team machin truc. Voilà, je regrette un petit peu le fait qu'il soit pas là demain. Dans tous les cas, concernant la composition, donc Navas dans les cages, Hakimi à droite, lui quand même ça fait partie des mondialistes qui a été assez préservé. Contre Strasbourg il n'était pas titulaire, c'était Mukiele à droite. Contre Lens il a joué à gauche. Contre Châteauroux-Angers il est à New York et au Maroc en vacances. Contre Rennes il démarre pas mais il rentre. Et contre Riyad, il a quand même démarré. Donc là, ça va être un petit peu l'occasion d'enchaîner un petit peu pour lui, pour que il retrouve une certaine dynamique physique aussi, Achraf, parce que c'est pas tout, mais il va falloir retrouver une forme optimale. Bon, dans l'axe, Ramos-Marquinhos, choix par défaut, vous le savez très bien. Nuno à gauche, ça fait plaisir de le retrouver. Il a repris la compétition contre Riyad. Là, c'est vraiment le match parfait pour qu'il joue 60 minutes, parce qu'il va être contre une équipe qui va lui laisser de quoi s'exprimer offensivement. Va pas y avoir beaucoup d'intensité normalement, et puis après tu auras une semaine complète pour t'en remettre, donc bien évidemment je le titularise demain. Au milieu, je fais donc Vitinha, Renato, Zahir Emery, Neymar. Vous le mettez comme vous voulez, 4-4 de losange avec Vitinha sentinelle, Renato relayeur droit, Zahir Emery relayeur gauche et Neymar numéro 10. Moi personnellement, j'ai envie de laisser une chance au 4-4-2 à plat avec donc Neymar à gauche, un double pivot Vitinha, Zahir Emery, et Renato Sanchez, milieu droit, comme il l'a été sur sa masterclass contre Chelsea avec Lille, qui reste un de ses matchs références sur ces dernières années. Vous me direz, les matchs références, ils se comptent sur le doigt d'une main chez lui, pas comme les blessures qui, elles, on ne les compte plus, bien évidemment. Et puis devant, écoutez, je mets Mbappé et Kitike qui a fait vraiment un mauvais match contre Rennes, très clairement, mais une bonne entrée contre Riyad, parce que il marque, au terme d'un bon rush avec une belle conduite de balle. Et voilà, il faut qu'il enchaîne, qu'il prenne un petit peu de confiance. Et puis Mbappé, faut retrouver un petit peu les statistiques. Là, il va falloir qu'il nous plante un petit doublé demain quand même. Avant Reims, qui n'est pas une équipe qui lui réussit franchement, puisqu'on se souvient, lors de la phase aller, c'était le match du fameux pivot gang, où Messi et Neymar n'étaient pas là, et où Mbappé nous a pas porté. Vous me direz, il avait Carlos Soler et Pablo Sarabia à ses côtés. C'était absolument atroce. Donc voilà pour ma composition demain. Bien évidemment, je mets donc Zahir Emery en jaune titulaire et puis je fais rentrer les autres en cours de match assez tôt, à la 60e. Ça sert à rien de faire jouer nos titulaires plus d'une heure de jeu demain. Donc voilà, je mets par exemple Renato. Voilà, tu fais rentrer Garbi à sa place très rapidement. Neymar, pareil, tu fais rentrer Ousni. Et puis derrière, tu fais sortir Ramos pour Bichabou, un truc comme ça, ou Nuno pour Bichabou. Et ça fera bien l'affaire. Passons un petit peu au mercato. Au mercato parce que la Gazzetta dello Sport nous annonce ce matin que l'Inter est ouvert à un départ de Skriniar cet hiver. D'un côté, ils ont intensifié les discussions pour une prolongation de Frey. Et de l'autre côté, ils ont activé certaines pistes pour le remplacer. Et concernant un départ de Skriniar, il demanderait 15 à 20 millions au PSG si on venait à se présenter. Nous sommes le 22 janvier, donc dans 8 jours, ça ferme. On n'a aucune piste crédible à part Skriniar qui a fuité dans les médias. Et donc, personnellement, avec les blessures de Mukiele et de Kimpembe, je le prends, tout simplement. Il est vraiment top forme physique, super fiable. Il faut le recruter absolument pour changer un petit peu quelque chose à cette activité défensive aux abords du match contre le Bayern. Parce que là, clairement, le match aller, ça m'étonnerait qu'on ait Kimpembe et Mukiele capables d'être titulaires. Et même pour le retour, en fait. Même pour le retour, parce qu'il y a quand même 3 semaines entre les deux matchs. Et je suis pas sûr que ça laisse le temps à Kimpembe de retrouver sa top forme. Et Mukiele, je pense qu'il sera à peine revenu lors du match retour. Sachant que Ramos a 37 ans. Il y a Danilo aussi qui est là, faut pas l'oublier, Danilo. Il a été très important en première partie de saison. Mais voilà, pareil, lui, il a la trentaine. Et il faut absolument foncer sur Skriniar plutôt qu'un offensif. Alors Galtier nous a parlé d'un offensif capable de marquer des 2 pieds, bon de la tête, qui joue sur les ailes. Bon bref, il nous a fait la description de CR7 Prime au Real Madrid en 2017. Il est bien gentil, mais bon, normalement, si on recrute, ça devrait avoir une autre gueule. Parce que déjà, Marcus Thuram, ça coche quand même pas beaucoup de ces cases. Bref, dans tous les cas, pour Skriniar, moi, je reste sur ma priorité. Il faut absolument leur proposer 15-20 millions dans la mesure de ce qu'on est capable de faire en matière de fair play financier. Puisqu'à la différence de la Juventus, nous ne trichons pas. J'en viens
à cette Juventus parce que j'ai reçu pas mal de messages. Et puis moi-même, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Vous l'avez tous vu, ils ont pris 15 points de pénalité parce qu'il y a eu une enquête concernant les plus-values, mais ça, on le savait tous, ça faisait des années que ça se trame. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est monnaie courante en Italie, c'est pas un championnat qui roule sur l'or, donc on fait des espèces de plus-values qui sont complètement surévaluées, falsifiées, qui permettent de modifier les bilans comptables et donc échapper au fair play financier, donc dépenser encore plus. Posez-vous la question, pourquoi la Juventus, l'hiver dernier, a posé 80 millions sur Vlahovic? Évidemment que derrière, il y avait un système un petit peu bizarre, limite mafieux, comme cette décision le prouve, puisque c'est tout simplement des criminels qui étaient à la direction de ce club. Je crois qu'ils ont fait appel, donc du coup ils se retrouvent 10e de Serie A, très difficile pour eux donc de accrocher l'Europe pour la saison prochaine. Et surtout, je crois qu'à l'UEFA, on va aussi prendre des sanctions en fait. Parce que Ceferin était un petit peu au courant. Ça lui laisse aussi, je crois, il est proche d'Agnelli, si je dis pas de bêtises. C'est quelque chose que je suis, mais un petit peu de loin, donc corrigez-moi si je dis des bêtises, mais je crois qu'ils sont très proches les deux. Et donc, ça lui laisse, à titre personnel, la possibilité de prendre sa revanche sur Agnelli, qui était, on le rappelle, dans le projet Super League, qu'il a monté dans le dos de Ceferin et de l'UEFA. Bref, tu peux racoler, faire un espèce de puzzle, mot cher à Luis Campos, pour accrocher tout ça. Bon, dans tous les cas, voilà. Ils ont inventé des plus-values pour combler leurs pertes liées au Covid, par exemple. Il y a eu une enquête, une autre, qui va bientôt sortir, parce qu'ils n'en sont pas au bout de leur peine, la Juventus. Il y a une histoire de bilan falsifié. En gros, ils seraient inventé des chiffres sur leur bilan comptable. Et une histoire d'oseille qui devrait à Cristiano Ronaldo. Ça, c'est des choses qui vont arriver après ce qu'on a vu ce week-end. Donc la situation, elle devrait que s'empirer. Dans tous les cas, beaucoup y ont vu une possibilité de voir des opportunités au sein de cet effectif qui est quand même du coup très très bien gardé du côté de la Juventus. Moi personnellement, premièrement, je me suis dit heureusement qu'à l'époque, je crois que c'est janvier 2020 ou 2021, l'échange d'Echiglio-Kurzawa, rappelez-vous, qui était à 2 doigts de se faire, heureusement qu'on n'est pas tombé là-dedans, parce que sinon aujourd'hui les médias nous auraient mêlé à toute cette affaire, parce que ça aurait été un de ces nombreux échanges, comme Pjanic-Arthur, qui ont permis d'alimenter ce système mafieux. Et de l'autre côté, on peut aussi se poser des questions pour Luis Campos, qui était dans le deal Osimhen. Alors, je crois que Naples ont été acquittés dans cette espèce de deal bizarre, mais ça revient sur le devant de la table avec cette affaire de Juventus. Donc on espère que la justice ne va pas réouvrir cette affaire, et que Luis Campos ne sera pas suspendu comme les autres de la Juventus dans le cadre de ce transfert d'Osimhen, qui aurait été le sujet de malversation. Bon, dans tous les cas, il y a plein de noms qu'on peut citer. McKennie. Alors, il y a Paredes aussi qui est lié à nous, qui devrait du coup revenir. Il y a évidemment Bremer en défense, qui a été pisté d'ailleurs par Leonardo en mai dernier pour venir ici. On rappelle qu'il s'intéressait à Bremer et Ndika de Francfort en Bundesliga en mai dernier, Leonardo. Mais moi, personnellement, j'en ai ciblé 2. D'abord, Chiesa, qui est donc un excellent ailier, capable de jouer à gauche comme à droite, qui la revient des ligaments croisés. Ça pourrait éventuellement poser des questions sur un potentiel recrutement. Alors, il a été prêté à la Juve en octobre 2020 pendant 2 ans. Ils ont payé 10 millions le prêt et l'option d'achat, donc ils l'ont levé là, cet été, au mois de mai, je crois, pour 42 millions. Au final, l'affaire s'élève à 50 patates. Lui, il a signé un contrat jusqu'en 2025, donc l'amortissement, ça fait 10 millions par an. Il reste en juin donc 2 années de contrat, donc 20 millions d'amortissement. Donc c'est-à-dire que la Juve accepteront, non. D'un point de vue purement objectif, la Juve n'accepteront pas de le vendre à moins de 20 millions. Voilà, parce qu'il leur reste 20 millions d'amortissement. Donc 40 millions, par exemple, tu peux l'envisager pour Chiesa. D'un point de vue purement financier, maintenant on sait très bien que la Juve vont être durs en affaires, qu'il y a aussi un joueur qui a une cote sur le marché des transferts, et 40 millions c'est quasi impossible. Moi personnellement je suis pour, même s'il y a eu les ligaments croisés, là il revient très bien, c'est quelqu'un qui dynamite les deux côtés, qui est capable de porter le ballon, de marquer, frappe enroulé, dans la surface aussi il a une belle présence, il est aussi capable, et il a délivré une passe décisive dernièrement comme ça, il est capable de proposer derrière la ligne de défense adverse. Et ça, c'est quelque chose que personne, à part Mbappé et parfois Nuno, fait dans notre effectif. Évidemment, pour moi, Chiesa, c'est vraiment l'ailier ultime d'un point de vue purement de profil pour nous, tout simplement. Maintenant, est-ce qu'il va accepter d'être derrière cette MNM? On en revient au même problème. Il faut virer un des trois pour pouvoir avoir un petit peu plus de logique tactique
et une équipe un petit peu moins stéréotypée qui cherche absolument les combinaisons dans les petits espaces de l'axe. Et bien sûr, tout ça ne colle pas avec la Ligue 1 qui est très dense dans ces zones du terrain. Donc voilà, Chiesa, je parlais de l'amortissement et tout ça, j'ai fait ce discours pour switcher sur Vlahovic. Moi personnellement, c'est lui que je veux plus que tout dans cet effectif de la Juve, c'est Vlahovic, le Serbe de 22 ans, qui a signé donc en janvier dernier là-bas, qui est une machine à but, hein, qui était à la Fiorentina avant. Pardonnez-moi, je ne sais pas pourquoi mon subconscient a pris un accent italien. Une source de merde, donc 90 minutes, a annoncé qu'il a été proposé au PSG et qu'il y a plein d'autres clubs européens qui s'y intéressent parce qu'ils voudraient partir au vu de la situation. Problème, là par exemple, ça va être beaucoup plus compliqué. Chiesa, il est plus attaché à la Juve que Vlahovic. Il y a plus une dimension sentimentale. Mais Vlahovic, le problème, c'est qu'il a signé pour 80 patates et il a signé un contrat jusqu'en 2026. Contrat donc de 4 ans. Pour 80 millions. Ça veut dire que tu divises par 4. Chaque année, il y a 20 millions d'amortissement. Là, il faut racheter donc 3 ans de contrat en 2023. 3 fois 20 millions, ça fait 60 millions minimum pour Vlahovic. Donc c'est-à-dire que la Juve ne le vendra pas en dessous de l'opération blanche. Donc 75-80 millions. Est-ce qu'on va être capable de les mettre? Ça, je pense qu'il faudra faire partir un des 3 de la MNM pour en être capable. Comme ceux qui veulent Osimhen de Naples. Ce genre de deal, c'est carrément impossible d'aller au-delà de 50 millions, je pense, aujourd'hui, sans un départ des 3 de devant, ou alors sans une grosse vente. Voilà, on peut penser, je sais pas, Marquinhos, à un moment donné, Chelsea voulait mettre 80 millions, je crois, ou même 100 millions quand Tourelle y était. Bref, il y a des joueurs qui ont une cote. Il y a aussi Kimpembe, tiens, selon l'équipe, il voudrait découvrir l'étranger. Hein. Attention, son contrat se termine en 2024, il n'a pas prolongé. Et donc, il lui restera qu'une année à racheter lors du prochain mercato estival. Je pense pas que ce soit le genre de joueur à nous la mettre à l'envers pour partir gratuitement l'année d'après, mais peut-être qu'un départ peut s'envisager cet été pour, je sais pas, 30-35 millions. Et on rappelle que, je crois qu'il touche 7 ou 8 millions par an maximum, ce qui libérait aussi de la masse salariale. Donc voilà, concernant cette histoire de la Juve, moi personnellement, je préfère Vlahovic et je pense que le plus plausible pour nous financièrement, c'est Chiesa. Maintenant, de son côté, il y a un attachement sentimental à la Juventus et il y a aussi un club qui sera peut-être pas vendeur, même si pour eux, en matière d'amortissement, l'opération serait plus logique avec Chiesa qu'avec Vlahovic. Voilà, parce que Chiesa, il leur reste que 20 millions en termes d'amortissement, alors que Vlahovic, il leur reste 60 millions. Bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao les amis, prenez soin de vous.